Bonjour à toutes et à tous. Je suis Claudine Ferranet de l'UMR Agronomie et je fais partie de l'équipe d'animation du centre de ressources avec Guillaume Juan. Bonjour à tous. Un grand merci d'avoir répondu présent pour le premier webinaire mensuel du centre de ressources captage. Nous sommes actuellement une soixantaine de participants et une 150 sont déjà inscrits. Le sujet du jour est coquelicot ou comment imaginer collectivement l'agriculture de demain sur votre AAC. Et c'est Claire Bernardin. Oui, bonjour, c'est moi, Claire Bernardin, de qui l'UMR est, Agronomie à INRAE aussi. voilà, qui est chargée du déploiement de la démarche Coquelicot à INRAE, qui va nous expliquer pourquoi et comment mettre en œuvre cette démarche chez vous pour obtenir un projet commun de territoire. Elle est accompagnée par Rémi Ballot, Bonjour. INRAE également, et responsable scientifique du projet. Donc, avant la présentation, Guillaume va nous présenter en 3 minutes ce qu'est le centre de ressources captage. À toi, Guillaume. Oui, alors le temps pour moi de charger la présentation. Alors, pour commencer, je vais dire quelques mots rapides là, sur le centre de ressources captage. Donc, il s'agit avant tout d'un dispositif d'animation au service des acteurs en charge de la protection de la qualité des ressources en eau utilisées pour la production d'eau potable. Et parmi ces acteurs, en première cible, hein, bien évidemment, les animateurs qui travaillent pour la plupart dans les collectivités territoriales, hein, auprès des communes qui ont à gérer des ressources en eau contaminées avec des soucis de qualité. Donc pour ces animateurs, nous employons plusieurs activités hein, dans l'objectif d'offrir un accompagnement technique et puis de pouvoir les accompagner dans le développement de nouvelles compétences, voire la, la, la consolidation de compétences qui seraient déjà existantes. Donc on a pour cela trois types d'actions, hein, de l'animation de réseau, l'accompagnement technique et dans ces différentes mesures, on a l'intention d'organiser des webinaires tous les mois. Donc, ça fait partie des choses qui seront réalisées au cours de l'année. Et puis, de la production et de la mise à disposition de ressources techniques voilà, disponibles pour tous. Donc, à ce propos, nous avons un site web où vous pouvez aller retrouver tout un tas d'informations et les ressources en question. Donc, je vous ai mis là sur la présentation l'adresse mail, enfin pardon, l'adresse du site web. Je vous la remettrai dans le chat peut-être pour que vous puissiez y naviguer dessus. Et puis sachez que nous allons bientôt avoir un nouveau site web. Pour l'instant, celui-ci est hébergé dans le site web, dans le portail technique de l'Office français de la biodiversité, mais nous aurons bientôt un nouveau site web. Et vous avez aussi la possibilité de vous inscrire à une lettre d'information qui sortira également très prochainement. Et pour terminer, parce que voilà, j'ai pas beaucoup de temps, donc je voulais aussi vous informer que le centre de ressources captage organise cette année ses premiers grands prix. Donc, ils sont intitulés Préservation des captages d'eau potable. C'est un concours national qui ambitionne donc de mettre en valeur et de faire connaître des actions exemplaires. Donc, c'est un concours qui s'adresse aux communes, aux collectivités qui mettent en place des démarches dans les territoires pour la protection et la préservation de la qualité de la ressource en eau, voilà, des ressources qui sont utilisées pour la consommation humaine. Donc, nous avons prévu 4 catégories et il y aura un lauréat pour chaque catégorie. Nous sommes donc dans l'attente de la réception des candidatures et vous pouvez envoyer vos candidatures donc jusqu'au 15 juin. Les collectivités ont bien sûr la possibilité de s'associer à leurs partenaires avec qui elles travaillent dans les territoires hein, pour présenter leur candidature. Et la remise des prix se fera à l'automne. Et les lauréats auront la possibilité auront des vidéos qui leur seront offertes pour promouvoir et faire connaître leurs actions. Voilà, j'en ai fini avec la présentation du centre de ressources et je repasse la main à Claudine. Merci Guillaume. Alors, je vais laisser maintenant la parole à Claire pour une intervention d'une vingtaine de minutes. Alors, donc aujourd'hui, on va vous présenter la démarche Coquelicot. Donc peut-être que certains d'entre vous la connaissent de près ou de loin. C'est quelque chose qu'on va pouvoir sonder grâce à la petite question qu'on vous a posée.
Pour ceux qui la connaissent déjà ou qui pensent la connaître, il y a des nouveautés, donc vous n'allez pas y perdre au change. Même pour ceux qui la connaissent très récemment, à la fin, on va vous parler rapidement d'un tout dernier ajout. Donc voilà. Alors, pour commencer, donc voilà, on vous invite à répondre à cette question. Est-ce que vous connaissez Coquelicot? Pas du tout, un peu, bien ou très bien. Donc n'hésitez pas à aller dans l'onglet sondage. Donc Coquelicot, qu'est-ce que c'est? Coquelicot, c'est une démarche participative qui permet de simuler des scénarios d'évolution des pratiques agricoles à l'échelle d'un territoire. Ces scénarios, ils sont simulés à l'aide d'un outil informatique qui est redéveloppé par un partenaire informatique qui s'appelle Aquasys et qui donc simule ces scénarios. Et ces scénarios sont évalués, la qualité des scénarios sont évalués de manière pluricritère avec des indicateurs qui sont sélectionnés, adaptés au territoire. Donc des indicateurs qui peuvent être environnementaux, économiques, techniques, etc. Donc ces scénarios-là, ils sont imaginés dans une approche participative par les acteurs locaux, donc des territoires qui sont concernés. Les scénarios constituent une base de dialogue pour les acteurs du territoire afin d'imaginer des actions à partir de ces scénarios-là. Donc les objectifs de cette démarche, c'est d'appuyer la réflexion des territoires qui l'engagent autour de l'évolution des systèmes agricoles locaux, dans l'optique qu'ils soient économiquement viables, qu'ils soient adaptés localement, et dans un objectif de résultat vis-à-vis du maintien, voire de restauration de la qualité de l'eau. D'où son nom de Coquelicot. Pour expliquer plus précisément ce qu'est un scénario de territoire, donc c'est une image prospective, donc qui va imaginer le futur du territoire agricole. Ce scénario-là, il répond à un jeu d'objectifs et de contraintes. Donc un objectif, par exemple, de minimisation d'un indicateur nitrate, de maximisation d'un indicateur économique. Les contraintes vont être d'autres objectifs fixés sur des indicateurs qui se rajoutent, des objectifs de surface, minimale ou maximale, etc. Donc le scénario va donner une répartition des cultures, des modes de conduite dans les zones du territoire. Vous avez en bas à gauche de la présentation une représentation graphique d'un scénario, donc de l'assolement associé à un scénario. Donc vous avez deux zones qui sont représentées par les deux couleurs, donc des zones qui peuvent être qui sont des sous-ensembles homogènes du territoire, soit en termes de conditions pédoclimatiques, de type de production agricole par exemple. Et vous avez la répartition de différentes cultures et selon certains modes de conduite. On vous a mis raisonner, agriculture biologique comme exemple. Et donc ces scénarios, ils sont évalués à l'échelle du territoire par des indicateurs technico-économiques et environnementaux, avec donc une évolution par rapport à l'actuel. Petite précision, ces scénarios, comme vous pouvez le voir sur le graphique, ne sont pas spatialisés, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas indiquer où telle culture ou combinaison de cultures doit se trouver dans le territoire. La démarche se déroule en deux grandes étapes. La première étant la description et la caractérisation des situations culturelles, et la deuxième étant la projection à l'échelle du territoire. La première étape consiste donc à décrire les situations culturelles, c'est-à-dire la combinaison d'une zone, d'une culture et d'un mode de conduite. Et donc de décrire ces combinaisons-là, donc comment elles sont conduites par les agriculteurs, et de leur associer des valeurs d'indicateurs. Donc pour chaque situation, des valeurs d'indicateurs de production, d'IFT, d'azote, des indicateurs économiques, comme on vous a mis quelques exemples.
Ces situations culturelles peuvent être les situations actuelles ou des situations prospectives. Donc cette étape passe par mobilise l'expertise locale. Pour la deuxième étape, qui mobilise vraiment donc elle consiste en la création des scénarios. Donc elle consiste à partager déjà un diagnostic sur l'état actuel du territoire, éventuellement imaginer des tendances d'évolution et explorer ensuite collectivement des scénarios prospectifs qui soient alternatifs aux tendances éventuellement dégagées. Donc vous avez un jeu de situations culturelles dans l'étape 1 qui va se traduire par des évolutions dans l'assolement et dans les valeurs d'indicateurs à l'échelle du territoire. Et donc à partir de ces scénarios-là, un scénario préférentiel va être identifié par les acteurs du territoire, à partir duquel un programme d'action va être imaginé, rédigé. Donc pour illustrer un petit peu cette démarche, on vous a mis un exemple d'un territoire qui l'a mobilisé en 2014-2015. Donc c'est la première démarche qui s'est déroulée après sa phase de mise au point, qui s'est fait sur 4 territoires entre 2010 et 2012. Donc cette première démarche qui s'est mise en place dans la phase vraiment de déploiement s'est déroulée sur l'Arnoux, qui est un bassin versant de 36 000 hectares, dont 20 000 de surface agricole utile. Environ 200 agriculteurs ont leur siège dans la zone, 450 ont une parcelle, donc c'est un grand territoire, avec des périmètres de protection et des périmètres des périmètres de protection qui étaient concernés principalement aussi par le programme d'action. Donc ce territoire connaissait une problématique principalement nitrate ainsi que phytosanitaire. Il avait déjà connu un premier programme d'action et dans l'optique de son renouvellement, a mobilisé Coquelicot conjointement avec une phase de concertation mise en place par un partenaire local. Donc, pour présenter rapidement l'agriculture de ce territoire, elle a été décomposée en 3 zones, une zone irriguée, non irriguée et une zone de marais, avec dans la zone de marais un peu de maraîchage et du maïs grain. Dans la zone irrigable, plutôt du maïs et quelques céréales et un peu de céréales à paille. Et dans la zone non irriguée, plutôt une orientation avec des céréales à paille et des oléagineux, ainsi que des prairies permanentes ou temporaires. Donc la démarche s'est déroulée sur plusieurs mois. Donc, elle a commencé par une formation délocalisée de l'animatrice et d'autres acteurs locaux. Donc, délocalisée puisqu'elle s'est déroulée en Poitou-Charentes. Et de septembre à 2014 à janvier 2015, les ateliers ont eu lieu. Donc, il y en a eu 5. Ils ont mobilisé des conseillers et des techniciens du territoire. Aucun agriculteur, en l'occurrence sur ce territoire, du fait du grand nombre, hein, je vous ai parlé de plusieurs centaines d'agriculteurs. Donc pour ne pas avoir une sélection, c'est plutôt des représentants qui ont été invités à participer aux différents ateliers. Donc suite aux différents ateliers, les résultats ont été présentés au comité de pilotage et des actions ont été élaborés à partir des scénarios. Donc ces scénarios étaient les suivants. Donc ce graphique vous montre, pour la partie haute, 5 scénarios qui sont 5 scénarios parmi une grande diversité de scénarios qui ont été explorés par l'animatrice et par le groupe. Donc les bâtons, en fait, un bâton correspond à un scénario avec différents modes de conduite sur différents pourcentages de la surface. Sur la partie basse, vous avez l'évolution des indicateurs principaux qui ont été mobilisés. Donc vous avez RDD qui est le reliquat début de drainage, donc un indicateur azote, l'IFT, un indicateur de pression phytosanitaire, la marge économique, ainsi que le temps de travail.
Donc, sur la partie basse du graphique, vous avez l'évolution des indicateurs associés à chaque scénario. Donc, plusieurs types de scénarios ont été explorés par le groupe. Tout d'abord, des scénarios tendanciels, donc les deux premiers, les deux de gauche. Donc, les tendances qui avaient été identifiées sur le territoire étaient d'une part un déclin de l'élevage, qui donc impliquait des retournements de prairies, donc des mises en culture de prairies. Et la deuxième tendance qui était une réduction des prélèvements d'irrigation du fait de la réglementation. Donc, les acteurs ont souhaité visualiser les impacts de telles tendances. Donc, par exemple, pour le scénario où l'élevage déclinait, on peut voir que, en conservant les modes de pratique actuels, et cetera, on avait un reliquat début de drainage qui augmentait de quasiment 40 un indice de fréquence de traitement qui augmentait également, puisqu'on passait de prairies à des cultures, qui du coup demandaient, des produits phytosanitaires. Une marge qui augmentait également, ainsi qu'un temps de travail. Pour les réductions de prélèvements d'irrigation, donc les les acteurs ont voulu aussi explorer ce scénario qui, diminuait un petit peu tous ces indicateurs-là. Face à ces scénarios, de tendance, ces scénarios tendanciels ont permis de se projeter dans des scénarios plus prospectifs. Donc 2 types ont plutôt été explorés. Le premier type de scénario explorait des changements modérés sur tout le territoire. Donc c'est, la barre du milieu. Donc ces changements modérés sur tout le territoire consistaient en, un équilibrage de la fertilisation, la mise en place de cultures intermédiaires pièges à nitrate réglementaires. Il faut savoir qu'en 2014, c'était pas encore forcément mis en place, ces cultures pièges à nitrate. Et donc ce scénario, diminuait le reliquat début de drainage d'environ 20 et les autres indicateurs étaient à peu près stables. Le type de scénario suivant, demandait des changements importants sur le périmètre de protection seulement, du captage. Donc les zones plus restreintes finalement du bassin versant. Donc c'est pour ça que vous pouvez voir que la part de pratique actuelle reste élevée, tandis qu'on a des changements plus drastiques sur une petite partie du territoire, avec une diversification de l'assolement, donc un allongement et une diversification, un équilibrage de la fertilisation et la mise en place de cultures intermédiaires pièges à nitrate optimisées, donc qui captaient encore plus les nitrates. Donc on peut voir que ce scénario diminuait également le reliquat début de drainage, un petit peu l'IFT et les indicateurs technico-économiques étaient stables. Pour ce qui est du scénario qui a finalement été retenu, c'était un scénario qui, combinait les 2 scénarios que je viens de vous présenter, donc des changements modérés sur tout le territoire, ainsi que des changements importants sur le périmètre de protection. Et donc cette combinaison, des scénarios entraînait, une baisse du reliquat d'hivernage de 40 un maintien, de l'IFT, de la marge et du temps de travail. Donc c'est ce scénario-là qui a été retenu et qui a été utilisé pour construire le programme d'action, donc le deuxième programme d'action du territoire. Et aujourd'hui, on a une visibilité sur, finalement ce deuxième programme d'action est terminé, est évalué et donc on peut voir que le scénario a vraiment servi de cap, pour les animatrices, pour animer le programme d'action et les objectifs, qui étaient proposés par le scénario ont servi d'objectifs finalement, d'objectifs de résultats, de résultats du programme d'action. Donc par exemple, on peut voir que le reliquat début de drainage a diminué de, quasiment 30 sur le territoire, que l'agriculture biologique, l'objectif de l'agriculture biologique qui a été fixé est bien atteint, et cetera. La fertilisation équilibrée, et cetera. Donc, voilà pour cette réalisation. Donc, en dehors de l'Arnoux, la démarche Coquelicot a été appliquée sur une quinzaine de territoires depuis 2011. Donc, vous avez les 4 démarches pilotes dont je vous ai parlé au début.
qui sont représentées en rose. Les démarches achevées, donc qui sont faites entre 2014 et 2020, qui sont en vert, et les démarches en cours qui sont en bleu, avec voilà, des démarches dans l'Allier, dans l'Aude, avec une particularité, c'est un territoire viticole, et une dans l'Eure également. Donc, le travail qu'on a conduit dans l'année passée nous a permis de capitaliser sur ces démarches passées, et de faire ressortir des apports, ce que vraiment la démarche a apporté sur ces territoires. Et ces apports sont de 2 types, d'une part technique et d'une autre part plutôt sociale. Donc sur la dimension technique, vous avez dans les bulles des verbatims vraiment d'animateurs ou de personnalités des territoires, avec qui on a pu échanger sur ce qu'a apporté la démarche. Donc sur la dimension technique, la démarche permet de partager, formaliser l'expertise locale sur l'agriculture, sur les valeurs des différents indicateurs. Ces indicateurs, qui sont variés, spécifiques au territoire, donc ce qui est apprécié aussi par les territoires, et permet de fixer des objectifs de résultats, comme on vous l'a illustré par la démarche de l'Arnoux juste avant. Et donc, l'apport sur la dimension sociale de cette démarche coquelicot, c'est aussi, voire surtout, de réunir une diversité d'acteurs autour d'un thème commun, dans des instances de décision, donc des acteurs qui ne sont pas forcément habitués à travailler ensemble, à prendre des décisions ensemble. Et donc la démarche les met dans un objectif de construction collective, de dialogue, et de débat qui est constructif. Donc les scénarios servent vraiment de base de discussion pour les acteurs du territoire. Donc, cette démarche, comment elle se déroule? Combien d'ateliers elle nécessite? Quel investissement? Sur combien de temps? Et cetera. Cette question, elle est en fait, elle dépend énormément des territoires. C'est quelque chose qu'on a pu observer également avec, l'analyse des démarches passées. Il s'avère qu'en fonction des territoires, la démarche peut s'adapter en fonction des contraintes de calendrier, du contexte, social, enfin oui, du contexte d'interaction entre les acteurs. Est-ce qu'ils sont habitués à travailler ensemble, et cetera, et également de l'intention. Là, on vous a présenté 3 parcours à titre indicatif, qui sont définis par l'intention qui sous-tend l'utilisation de la démarche. Donc un premier parcours, qui est celui qui mobilise le moins les acteurs, qui repose plutôt sur un travail, de l'animateur de la démarche, et qui peut se condenser sur 4 à 6 mois. Donc ce parcours-là, une des intentions, ça peut être d'argumenter un plan d'action, c'est-à-dire que des actions sont déjà envisagées et il s'agit de justifier les évolutions d'assolement préconisées, de répondre à l'obligation d'aboutir à un programme d'action, prouver que les résultats seront au rendez-vous. Le parcours du milieu, donc le parcours 2, va correspondre à plutôt ce qui s'est fait, dans la plupart des démarches, avec vraiment l'intention de co-construire un programme d'action. Donc l'animateur, dans ce cas-là, veut appuyer un collectif dans l'élaboration d'un programme d'action, donc il n'a pas d'idée préconçue des actions. Il veut vraiment fixer des objectifs collectifs, avec les acteurs. Donc ces démarches-là ont plutôt, consisté en 4 à 6 ateliers, sur 6 à 12 mois. Et enfin, un dernier parcours qu'on présente à nouveau à titre indicatif, mais qui permet d'animer vraiment un projet de territoire, où là, vraiment, ce sont les acteurs, donc plutôt les agriculteurs, qui prennent les décisions, et donc qui participent plutôt à tous les ateliers, qui sont vraiment impliqués davantage dans la démarche. Donc ce parcours, il demande davantage d'ateliers, il est étalé sur plus longtemps, afin que vraiment la démarche soit un outil d'animation d'un collectif. Donc,
pour aller un petit peu plus loin que cette présentation, et qu'est-ce qu'on propose nous à INRAE comme ressources liées à Coquelicot. Donc, tout d'abord, il y a notre site coquelicot.fr sur lequel se trouve le simulateur, des guides méthodologiques, donc qui sont découpés en 4 plus 1 volume d'introduction, mais 4 volumes, qui présentent l'amont, les 2 étapes et comment traduire les scénarios en action. Donc ça, c'est la capture d'écran une fois connecté, la capture d'écran du haut, c'est la page d'accueil une fois connecté au site, sur lequel on peut trouver ces ressources-là. La toute dernière nouveauté qu'a développé notre partenaire informatique Aquasys, c'est un accès à son logiciel Miliac pour les utilisateurs de Coquelicot qui ont une démarche en cours. Donc ça, c'est la capture d'écran du bas. Miliac est un logiciel de gestion des données, de gestion de données de qualité de l'eau. Et donc, pour les utilisateurs de démarche, enfin pour les porteurs de démarche Coquelicot en cours, un accès à Miliac et donc à ces solutions de gestion de données, de valorisation des données de qualité de l'eau, est maintenant disponible. En ce qui concerne l'accompagnement vraiment et comment approfondir et mettre en œuvre une démarche, donc nous, on propose des sessions de formation assez régulièrement, environ au minimum 2 par an, donc à Paris ou délocalisé, comme on vous l'a présenté pour l'Arnoux, sur 2 jours en présentiel, et quand on peut. Voilà, de 6 à 12 participants. Cette formation est gratuite. Donc cette formation, elle permet de mieux comprendre ce qu'est Coquelicot, de prendre en main le simulateur et comporte aussi 2 modules sur comment animer et comment concevoir une stratégie ou une démarche de concertation. Et donc tout au long d'une démarche sur un territoire, on est aussi disponible, Rémi Ballot et moi-même, pour accompagner à la mise en œuvre, c'est-à-dire apporter notre expertise sur les démarches passées, sur soit l'utilisation du simulateur, soit l'organisation des ateliers, et des conseils également en ce qui concerne l'animation des ateliers, le déroulement de la démarche, etc. Donc, si à l'issue de ce webinaire, vous pensez que la démarche Coquelicot peut trouver sa place sur votre territoire, n'hésitez pas à nous contacter à coquelicot@inrae.fr ou nosprénoms.nom@inrae.fr. On a aussi la date de la prochaine formation qui sera le 10-11 juin, donc à Paris. On n'a pas encore la salle, mais ça devrait arriver bientôt. Donc n'hésitez pas à nous envoyer un mail pour vous inscrire. Voilà, on a aussi une newsletter pour laquelle vous pouvez nous envoyer un mail pour l'instant pour être tenu au courant de nos actualités environ tous les 3 mois. Voilà, et je vous mets notre adresse si vous voulez la noter. Et merci pour votre attention. Et pour vos questions, j'ai l'impression qu'il y en a eu. Merci Claire. Oui, donc on va passer aux questions. Guillaume nous rejoint, voilà, merci. Oui. Donc, on commence peut-être par prendre les questions qui concernent l'aspect territorial. Hein, c'est ce qu'on s'est dit, Claudine. Oui, tout à fait. Ok, donc alors 2 questions autour de ces questions d'échelle et de territoire. Donc, à quelle échelle, quelle est l'échelle la plus pertinente en fait pour mobiliser Coquelicot, ou est-ce qu'il y a une limite en termes de taille du territoire? Et une autre question qui serait plus sur les éléments nécessaires liés au territoire et notamment liés aux exploitations agricoles. Hein, est-ce qu'il faut des connaissances précises et particulières concernant le fonctionnement des exploitations et des filières? Peut-être deux questions dans une. Ouais. Je peux commencer à répondre et Claire, je te laisserai compléter. Sur l'échelle la plus pertinente, il
il n'y a pas forcément de limites qui sont affichées. La démarche Coquelicot, elle a été mise en œuvre, comme l'a présenté Claire, sur une quinzaine d'aires d'alimentation de captage qui ont des tailles très variées. L'exemple de l'Arnoux qu'a présenté Claire, c'est peut-être le plus grand territoire sur lequel, ou un des plus grands territoires sur lequel la démarche a été mise en œuvre. Il y en a eu des beaucoup plus petits. Juste pour info, en fait, cette démarche Coquelicot, elle est dérivée d'une approche de scénarisation qui avait été faite un peu en préfiguration du plan Ecophyto avant 2010 et qui portait sur la simulation de scénarios de réduction de l'usage phyto à l'échelle France entière. Donc le principe en soi de simuler des scénarios de territoire de façon assez simplifiée et de regarder l'évolution d'indicateurs, on peut l'adapter un peu à chaque échelle. Après, l'échelle va avoir une implication sur quels acteurs vont être mobilisés, dans le sens où plus le territoire va être grand, plus il va concerner beaucoup de personnes et plus ça va être difficile de tous les mobiliser. L'exemple de l'Arnoux que Claire a présenté, le choix qui avait été fait, c'est comme c'était un territoire assez grand qui concerne beaucoup d'agriculteurs, c'était pas possible de tous les mobiliser dans les ateliers, et donc ces ateliers sont faits avec des conseillers, avec essentiellement des conseillers, des gens de chambre et de coopératives. À l'inverse, il y a eu d'autres démarches qui se sont déroulées sur des territoires plus petits et avec uniquement des agriculteurs mobilisés dans les ateliers. Je réponds à la deuxième question, j'enchaîne sur la deuxième, et Claire, je te laisserai compléter si tu as d'autres éléments à rajouter. La deuxième question, c'était quels éléments de connaissance préalables sur le territoire telle que la démarche a été pensée au départ, l'idée était de pouvoir la mettre en œuvre dans des situations où, comme c'est souvent le cas, on n'a pas forcément de données précises à disposition sur les pratiques agricoles notamment, mais où on peut assez facilement, plutôt à dire d'experts, mobiliser des conseillers ou des agriculteurs pour décrire des itinéraires techniques types, une diversité d'itinéraires techniques types, et à partir de cette base, du coup, calculer des indicateurs et puis pouvoir imaginer des scénarios à l'échelle du territoire. Par contre, ce qui peut peut-être plus renvoyer à des connaissances préalables du territoire, c'est peut-être plus une connaissance des acteurs principaux qui interviennent, qui sont-ils et quelles peuvent être leurs contraintes ou perceptions, ou enfin peut-être plus une vision des jeux d'acteurs en cours sur les territoires qu'ont souvent les animateurs et qui serait plus un préalable à la mise en œuvre de la démarche. Oui, j'ai pas rien à ajouter, c'était parfait. D'accord, donc une étape de diagnostic en amont de la mise en œuvre de la démarche. C'est ce qu'il faudrait retenir. Oui, enfin, ce qu'on renvoie souvent, c'est l'idée qu'avant de commencer à lancer des ateliers, à lancer des phases de travail en collectif, c'est souvent nécessaire d'avoir eu en amont une phase d'entretien plus individuelle avec les principaux acteurs, alors que souvent les animateurs ont déjà pu avoir, mais au moins voilà, pour les connaître, pour comprendre avoir une vision de leurs contraintes ou objectifs, et puis là, dans une perspective mise en œuvre d'une démarche Coquelicot, pouvoir expliquer pourquoi on veut les mobiliser, pourquoi on souhaite leur participation à des ateliers, qu'est-ce qu'on attend de cette démarche, qu'est-ce qu'elle peut apporter au territoire. Ok, puisqu'on est sur les acteurs, il y avait quelques questions sur les acteurs. Donc justement, quels sont les acteurs ou les types d'acteurs qui peuvent être impliqués dans la démarche? Et une autre question qui s'y rapproche, oui, est-ce que les agriculteurs sont invités aux ateliers, tous, lesquels, comment ça se passe? Je peux répondre ou tu veux répondre, Claire? Je peux donner juste quelques éléments. En fait, peut-être un premier point à préciser, c'est que la démarche, en tout cas dans la quinzaine que Claire a présentée sur une carte, la démarche, elle a été portée
par l'animateur du territoire, voire dans certains cas, alors dans un cas sur 3 à peu près, la démarche a été déléguée à l'animation de la démarche a été déléguée à un bureau d'études. Après, quels acteurs interviennent dans les ateliers? La recommandation qu'on fait, c'est d'essayer de couvrir une certaine diversité d'acteurs. Donc, comme je le disais avant, en fonction de la taille du territoire, ça a pu être soit que des agriculteurs. Donc oui, il y a bien eu dans certains cas des agriculteurs qui étaient invités aux ateliers, et dans certains cas, il n'y avait que des agriculteurs. Dans d'autres cas, il n'y a eu que des conseillers ou techniciens de chambres d'agriculture, de coopératives, de différents groupes techniques. Donc, bon, voilà, là, c'est plutôt pour parler des ateliers un peu techniques, en fait, de description d'itinéraires techniques, de réflexion autour de scénarios. Et puis après, une discussion un peu plus large en comité de pilotage qui peut réunir les acteurs qu'on retrouve classiquement dans des comités de pilotage d'aires d'alimentation, de captage. Ok, et on avait également une question, tu parlais des ateliers. Quel peut être le financement de ces ateliers? Enfin, voilà, les collectivités qui se lancent dans la démarche, hein, est-ce qu'elles peuvent avoir un financement et si oui, lequel? Je ne saurais pas vraiment répondre à la question, mais peut-être que dans les participants, il y a des gens qui peuvent apporter des éléments de réponse dans le chat. Ce qui me vient à l'esprit, c'est que finalement, ces ateliers, ça va renvoyer au temps passé par l'animateur pour les préparer, pour les animer. Du coup, ça renvoie peut-être au financement du poste d'animateur par lui-même. Après, pour ce qui est de la participation des autres acteurs qui sont invités à passer du temps et à réfléchir collectivement dans ces ateliers. Dans les démarches passées, on n'a pas d'exemple où ce temps-là, il a été... oui, où il y a une demande de financement pour ça. Donc voilà juste ce qui me vient à l'esprit. Ok, merci. Guillaume, une autre question Oui, peut-être? alors 2 autres questions peut-être pour lesquelles on peut apporter une réponse assez rapidement et pour voilà, pour enlever tous les doutes qu'il peut y avoir encore dans l'esprit des participants. Concernant le fonctionnement de l'outil, est-ce qu'il prend en considération les transferts de polluants? Est-ce que c'est voilà, est-ce que cet aspect-là est pris en compte dans l'outil? Et est-ce que les aspects également quantitatifs, les aspects de gestion quantitative sont aussi intégrés dans la réflexion? Je commence à répondre, Rémi, et tu complètes. L'outil en soi prend pas en compte les temps de transfert des polluants, donc, mais ça peut être géré par le découpage de zones qui correspondraient à des types de sols ou à des vulnérabilités de zones. Sur est-ce que ça prend en compte le type de captage superficiel au souterrain? Non plus. Et donc le temps de réponse de la nappe, etc., n'est pas pris en compte. Et sur l'aspect quantitatif, en fait, là, on a présenté un exemple de qualité de l'eau et c'était initialement ce pourquoi la démarche a été développée. Mais sur sur les enjeux qui sont quantifiables à l'aide d'indicateurs, la démarche, finalement, la démarche et l'outil de simulation sont capables de prendre en considération ces enjeux-là. Sur l'aspect quantitatif, il n'y a pas eu encore de démarche qui se soit déroulée. Mais il y a eu une démarche qui
s'intéresser à l'intégration des légumineuses plutôt que sur la qualité de l'eau. Voilà, Rémi, tu veux compléter? Peut-être juste pour bien clarifier la finalité de Coquelicot, en fait, l'objectif de la démarche, c'est pas de simuler ou de prédire la qualité de l'eau à la sortie et au captage, mais du coup plutôt de rester dans une représentation vraiment simplifiée du territoire, suffisamment simple entre guillemets pour qu'elle puisse être facilement discutée collectivement par des acteurs qui ont tous des domaines de compétences et des intérêts différents. Et du coup, pour ce qui est des indicateurs qui peuvent être intégrés et qui visent à approcher, alors sans simuler directement, mais à approcher l'impact de ces scénarios sur la ressource en eau, on reste sur des indicateurs qui vont être des indicateurs de pression ou des indicateurs d'émission à la sortie du champ, en fait. Dans l'exemple que présentait Claire du territoire de l'Arnoux, l'indicateur qui avait été retenu pour approcher l'enjeu azote, c'est une estimation de reliquat entrée-hiver pour se dire, ben voilà, c'est une estimation de quantité d'azote potentiellement lixiviable et donc qui va jouer sur une qualité de l'eau à la sortie du champ. Donc en se disant, si on travaille sur des scénarios qui vont viser à avoir des valeurs plus faibles pour cet indicateur, on sait que ça va dans le sens de la préservation de la ressource en eau, mais sans simuler directement cette qualité. Donc après, comme le disait Claire sur l'aspect quantitatif, dans ce même exemple de l'Arnoux, les acteurs avaient choisi d'intégrer un indicateur aussi représentant la quantité d'eau d'irrigation moyenne associée aux différents scénarios simulés. Mais du coup, enfin, de fait, on n'intègre pas les interactions qu'il peut y avoir entre quantité et qualité de l'eau, comment les aspects quantitatifs peuvent aussi impacter la qualité. Ok, merci. Donc, une question maintenant sur les itinéraires techniques. Quel doit être le niveau de précision en fait de ces itinéraires techniques dans la description qui est rentrée dans Coquelicot? Est-ce que seul l'IFT peut suffire? En fait, ça fait écho aussi à la lourdeur en termes de données à récupérer. Voilà. Ben, en fait, ça renvoie à la question de quels indicateurs sont choisis. Telle que la démarche a été pensée, en fait, on peut imaginer, alors Claire vous a montré quelques exemples d'indicateurs qui ont été utilisés dans une démarche, mais en soi, tel que Coquelicot est fait, on peut imaginer utiliser n'importe quel indicateur qu'on est capable de calculer à l'échelle d'une situation culturelle et qui fait sens à être après agrégé à l'échelle du territoire. Donc après, bon, malgré tout, il y a eu des indicateurs qui sont un peu revenus tout le temps, du rendement, de la marge, du temps de travail pour des indicateurs plutôt technico-économiques ou des quantifications d'IFT, par exemple, pour ce qui est plutôt pression phytosanitaire. Après, du coup, le degré de précision dans la description des itinéraires techniques, il peut renvoyer à quels indicateurs on retient, dans le sens où si on se contente en soi de l'IFT comme un indicateur de pression phyto, associer une valeur moyenne à une situation culturelle donnée, ça peut suffire. Ça suffit, en fait, pour faire des scénarios par la suite. Dans certaines démarches, on a été un peu plus loin jusqu'à essayer de quantifier l'indicateur IFI d'Indigo, pour ceux qui connaissent, en fait, qui vise à calculer une note de potentiel de transfert vers la ressource en eau, mais qui demande du coup de renseigner des produits utilisés, des dates d'application. Donc voilà, d'écrire ces itinéraires techniques avec un détail qui va jusqu'à des dates d'application et des produits appliqués.
Alors, Claire, tu voulais rajouter encore quelque chose ou sur cet aspect-là? C'est bon? Ok. Alors après, sur la partie donc un peu plus pratico-pratique, vous parliez d'un accompagnement personnalisé. Est-ce que vous pourriez un peu détailler cet aspect-là? Donc ça correspond au fait qu'on est disponible en cas de questions sur le nombre d'ateliers qui est impliqué, s'il y a des choses qui ne sont pas claires dans les documents disponibles. Ça implique aussi notre participation aux ateliers, si les acteurs le souhaitent. Nous, ça nous intéresse toujours parce que ça nous permet d'observer les dynamiques locales, aussi et de pouvoir améliorer continuellement la démarche et de faire un retour au territoire à la suite de l'atelier avec un peu de recul. La présence d'INRAE aussi aux ateliers et en tant que tiers neutre et qui connaissent la démarche, elle peut aussi rassurer les acteurs. Et s'il y a des questions par rapport à la démarche simulation, on est aussi là pour y répondre. Donc voilà, cet accompagnement, il est personnalisé dans le sens où on répond aux sollicitations des porteurs de démarche et il est fonction du besoin finalement de l'animateur. On a des territoires qui sont plus autonomes et d'autres qui ont besoin de beaucoup plus d'être davantage pris par la main entre guillemets et donc on s'adapte aux besoins. Voilà. Et alors je rebondis un petit peu, et d'ailleurs justement dans l'expérience que vous avez, les animateurs l'ont fait donc avec votre appui, mais de façon un peu autonome, ou est-ce qu'il y avait aussi des bureaux d'études ou d'autres partenaires qui pouvaient aussi les accompagner dans l'animation des ateliers par exemple, ou dans la construction de la base? Oui. Alors, il y a eu plusieurs cas de figure. Les porteurs de démarche, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, peuvent être des animateurs de territoire ou des animateurs de bureaux d'études. On a quelques partenaires bureaux d'études qui ont déjà mis en œuvre des démarches Coquelicot. Je crois qu'il y en a un qui est présent d'ailleurs aujourd'hui. Donc, en général, le bureau d'études est aussi chargé de conduire le diagnostic des pressions initiales qui permet de remplir la matrice qui va servir à paramétrer le territoire. Donc ça répond aussi à une question, j'ai vu qui demandait à nouveau si un diagnostic était nécessaire. C'est mieux, ça permet d'avoir des données actualisées, etc. Donc voilà, la démarche peut être portée soit par ce bureau d'études s'il est là, ça peut être porté par l'animateur, ça peut être conjoint aussi. Voilà. Et peut-être aussi précision, j'ai vu une question sur les compétences informatiques, donc c'est aussi sur ça que porte notre accompagnement, c'est sur l'utilisation de l'outil. Après, sur est-ce que ça demande de solides compétences informatiques, là, l'outil est entièrement renouvelé par notre nouveau partenaire informatique et il est pensé pour être beaucoup plus facile à être pris en main de manière autonome. Il y a une aide en ligne qu'on a aussi ajoutée. Donc chaque étape de prise en main du simulateur est expliquée. Et voilà, il est beaucoup plus fiable aujourd'hui qu'avant. Voilà. Ok, merci. Une question sur, une question sur la sensibilisation à la démarche Coquelicot, à l'outil que vous avez réalisé. Et en particulier, auprès de qui vous avez commencé à parler de cet outil? Est-ce que les chambres d'agriculture ont été sensibilisées? Et une question que je trouve rejoint celle-ci, existe-t-il quelque part une liste des 15 territoires utilisateurs de l'outil auxquels les participants pourraient dialoguer directement avec eux? Voilà. Vas-y, Rémi. Non, je voulais justement dire, je te laisse répondre sur cette question.
Je crois pas qu'il y ait eu de sensibilisation à grande échelle des chambres, mais je sais que la formation était au catalogue des chambres, puisqu'il y a eu certains animateurs qui ont connu la démarche via une formation qu'ils ont vue dans leur catalogue et qui ont mis ensuite la démarche en œuvre. Après, il y a il y a déjà eu plusieurs animateurs de chambre qui ont porté la démarche, donc, mais je connais pas la politique de Ok. communication de la démarche dessus, enfin des Ok. chambres. Et par rapport aux 15 territoires, Et alors, la liste des 15 territoires, il n'y en a pas une tout de suite en l'état disponible là. Par contre, on a préparé un document qui va être publié très bientôt, qui présente justement toutes ces démarches passées, les démarches en cours. Donc, qui présente un petite carte d'identité du territoire, le déroulement, donc avec chaque atelier, à quoi il correspondait, qui était impliqué, les scénarios, les types de scénarios qui ont été imaginés et les résultats. Et pour les territoires pour lesquels on a eu des retours et des actualités disponibles parce que ça faisait suffisamment de temps, ces fiches, elles présentent aussi qu'est-ce qui s'est passé depuis, quelles actions mises en place, éventuellement quelles conséquences sur la qualité de l'eau, est-ce qu'on voit déjà des résultats ou pas. Donc ces fiches-là, elles seront publiées bientôt sur le site, sur la page d'accueil. Après, si c'est vraiment brûlant, vous pouvez nous envoyer un mail et on envoie la liste. Voilà. ok. Rémi, tu voulais rebondir, tu disais? Non, je voulais laisser la parole justement à Claire qui a produit ce document qui capitalise les expériences de ces 15 démarches passées. D'accord. Alors, au sujet de la formation, est-ce que vous pourriez peut-être rappeler la date de la prochaine session, le nombre de places, les modalités d'inscription? Et puis, vous avez parlé aussi de formation peut-être un peu plus personnalisée. Est-ce que là aussi, il y a des modalités pour vous prévenir à l'avance? Est-ce qu'il y a un délai? Voilà. Oui, alors pour la prochaine formation, les dates sont le 10 et 11 juin. Donc celle-là se déroule à Paris. On n'a pas encore produit de formulaire d'inscription, mais si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous envoyer un mail et on vous enverra le formulaire d'inscription définitive où on peut vous réserver directement une place. Pour la bonne dynamique du groupe, on essaie de faire en sorte qu'il y ait entre 6 et 12 personnes. Aussi du fait des contraintes sanitaires, parce que c'est difficile de trouver des salles où on peut être 30. Mais voilà, c'est surtout pour le bon fonctionnement, parce qu'en fait, la formation alterne des phases d'apport de connaissances et d'échanges entre participants. Donc, il y a des travails en petits groupes. Et donc, on a l'expérience qu'entre 6 et 12 personnes, c'est l'idéal. Bon, si jamais on a pu en faire à 4 ou 5 ou plus que 12, mais voilà, l'idéal, c'est entre 6 et 12. Pour ce qui est des formations délocalisées, je ne sais pas si on n'a pas de délai particulier, Rémi? Non, après, l'idée, c'est que si localement, vous identifiez que vous pouvez regrouper au moins 6 personnes, ou entre 6 et 12 personnes, et que vous identifiez des locaux dans lesquels on pourrait organiser une session délocalisée de ce type, c'est toujours intéressant parce que du coup, ça permet on a pu en faire en Poitou-Charentes, on a pu en faire dans l'Eure, entre autres, plus récemment. Et c'est intéressant parce que ça permet de regrouper des gens qui sont un peu plus proches, on va dire, géographiquement et d'un point de vue personnel, et qui du coup peuvent à la sortie de la formation rediscuter de comment ils peuvent voir une mise en œuvre dans leur région, dans leur département, dans leur zone d'activité. Et sur la
on a une question sur est-ce que c'est possible de créer un sondage pour savoir qui voudrait une formation en Nouvelle-Aquitaine? J'ai peur que si on crée un sondage sur cette question, on n'ait pas l'identité des répondants. Donc, je suis pas sûre que ça servirait Donc, par concrètement. contre, ce que je propose, c'est que s'il y a des gens de Nouvelle-Aquitaine Mm. ici qui sont intéressés, mais qu'ils le signalent sur le chat, parce qu'on va pouvoir garder la trace du chat et donc, voilà, ça sera possible de poursuivre là-dessus. On avait, alors, tant que je suis dans les aspects un petit peu techniques, oui, le webinaire est enregistré et sera alors prochainement disponible sur le site du Centre de ressources captage. On On a était aussi dans les... On a aussi une chaîne YouTube, je pense qu'on le mettra sur notre chaîne YouTube Démarche Coquelicot aussi. Vous pourrez le retrouver dessus. Une autre question, est-ce que cet outil Coquelicot, est-ce qu'il est possible de l'utiliser dans le cadre d'un enseignement en BTS Gémeaux par exemple? Et si oui, est-ce que vous avez des exemples d'utilisateurs pour mieux comprendre comment il a été mis en place? Oui, on l'utilise tous les ans en formation, alors pas en BTS, mais pour AgroParisTech, dans le cadre d'un master, dans d'autres formations aussi, où en général, ce qu'on propose, c'est un jeu de rôle, en fait, qui est le même que celui qu'on propose en formation également. On propose du coup alors aux étudiants, pour le coup, de jouer différents rôles d'un agriculteur, d'un directeur de coopérative, d'un intervenant d'agence de l'eau. Et on leur propose du coup de simuler un comité de pilotage dans la durée du cours et d'utiliser le simulateur pour simuler des scénarios et les mettre en discussion collectivement. Donc si pour les personnes qui seraient qui verraient une utilisation potentielle dans le cadre d'enseignement, n'hésitez pas à nous demander par mail et on peut partager des supports ou vous partager des éléments qu'on a déjà mobilisés dans ce contexte. Ok, une question, je ne crois pas que vous en ayez déjà parlé. Est-ce que l'outil Coquelicot, la démarche Coquelicot, peut-il servir comme évaluation d'un programme d'action précédent? Et comment et en quoi, si oui? Vas-y, Rémi. Ouais, je peux commencer, je te laisserai compléter. C'est quelque chose qui est déjà revenu dans des discussions avec des animateurs qui ont mis en œuvre la démarche, alors plutôt en préfiguration du plan d'action, dans l'idée de dire, avant élaboration du plan d'action, on simule des scénarios pour éclairer ou alimenter les discussions qui vont permettre d'identifier quelles actions mettre en œuvre, identifier ou préciser des objectifs de résultats. Et puis, en cours de plan d'action ou à la fin du plan d'action, on resimule dans le même cadre. Alors, on ne simule pas, mais en fait, on réintègre dans le simulateur Coquelicot les informations qu'on a sur 3 ans après ou 5 ans après, à quoi ressemble le territoire aujourd'hui en termes de pratiques agricoles, et puis on s'en sert pour regarder si ce qu'on avait, les objectifs qu'on s'était donnés à l'époque sont remplis ou pas. Alors l'intérêt qu'il y a, c'est que effectivement on se replace dans un même cadre, et puis ça permet de comparer des représentations similaires entre l'objectif qu'on se fixait 3 ans avant et puis ce à quoi on est arrivé aujourd'hui. La limite qu'il peut y avoir, c'est alors ces scénarios, ça reste une base de discussion, une représentation simplifiée du territoire et avec des indicateurs quantifiés pour faire discuter et pour se mettre d'accord sur vers quoi on veut aller. C'est rare, ou je ne sais pas si ça peut se produire, que le scénario se produise réellement dans la vraie vie au bout de 5 ans. Bon. Enfin bref, c'est juste pour dire que c'est une idée qui a déjà été pas mal imaginée, envisagée par
par des animateurs qui ont engagé une démarche Coquelicot par le passé. Ok, merci. Alors peut-être une dernière question sur la prise en compte des effets du changement climatique. Est-ce que vous pouvez apporter une réponse à cette question? Est-ce que les effets du changement climatique sont pris en compte ou des effets de milieu? Rémi, tu veux répondre ou je tente? Sur les démarches passées, celles qui sont achevées aujourd'hui, ça n'a jamais été explicitement pris en compte. Voilà. Après, on se rend compte que dans les démarches qui démarrent aujourd'hui, dans les ateliers qui mobilisent des agriculteurs, la question du changement climatique, elle revient quand même, je trouve, de façon beaucoup plus marquante que dans les ateliers qu'on pouvait faire il y a 3 ans ou 5 ans en arrière. Parce que voilà, il y a eu plusieurs campagnes culturelles là, qui ont été assez particulières. Et du coup, qui alimentent des discussions sur finalement ce qu'on faisait jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que c'est encore, est-ce que ça peut encore marcher dans les années qui viennent? Après, alors comment, voilà, on n'est pas dans une modélisation de comment les évolutions de température ou autres peuvent impacter des valeurs d'indicateurs, mais par contre, je pense que ça peut s'intégrer de façon peut-être plus explicite dans la démarche en réfléchissant à ces descriptions d'itinéraires techniques, si on ne se place pas forcément dans un cadre vraiment rétrospectif en moyenne, sur les 5 années passées, qu'est-ce que c'était l'itinéraire technique d'un blé conduit d'une certaine façon dans la région, mais plutôt dans les 2-3 années qui viennent, en intégrant que les régimes de précipitation ne sont pas les mêmes ou que les températures ne sont pas les mêmes, comment on décrit ces itinéraires techniques types. Ok, très bien. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Alors, je pense qu'on va libérer les participants, donc il ne me reste plus qu'à vous remercier tous pour votre participation. On a été plus d'une centaine à participer au webinaire et pour une première, on s'en félicite. On remercie bien évidemment Claire et Rémi pour leurs interventions et puis les réponses qu'ils ont apportées aux différentes questions. On remercie également l'équipe informatique de INRAE qui nous a permis d'organiser cet événement avec l'outil Livestorm. Et dans l'évaluation qu'on va vous envoyer d'ailleurs tout de suite après l'événement, et on vous demande bien sûr d'y répondre pour nous aider à nous améliorer pour les prochains webinaires. Il y aura des questions aussi sur la plateforme pour voir si ça a été concluant pour la plupart d'entre vous. Le prochain webinaire, justement, c'est le 4 mai. Et ça portera donc sur les couverts végétaux et la qualité de l'eau. On recevra donc un intervenant d'une chambre d'agriculture de Lyon qui nous parlera de ce sujet-là. Voilà, toutes les informations, vous les retrouverez sur le site web du centre de ressources, donc les présentations de ce matin, la vidéo, on l'espère très prochainement. Vous pourrez retrouver aussi tout ça sur la chaîne YouTube de Coquelicot. Et puis, n'hésitez pas non plus à aller sur le site Coquelicot, d'écrire à Claire et Rémi qui se feront un plaisir de vous répondre à vos questions. Et puis, pourquoi pas vous aider et vous accompagner à la mise en œuvre d'une démarche Coquelicot sur votre territoire. Donc voilà, on vous remercie à tous et on vous dit à dans 2 semaines pour ceux qui veulent et qui sont intéressés pour le prochain sujet. Merci, au revoir. Merci à Merci à tout le tous. monde. Au revoir. Au revoir.